3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est avec nous, économiste et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Thierry Gill nous accompagne, le président de Raymond James France. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Merci d'être là. Et merci à Alain Pitous de nous accompagner également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG. J'appelle ça le printemps des banques centrales parce que effectivement le déluge de communication qu'on a eu la semaine dernière est intervenu au moment de l'ouverture de la saison du printemps, saison stratégique, si on écoute certains membres de la Banque Centrale Européenne. Véronique, mais je reviens d'abord sur la Fed. Jérôme Powell nous dit qu'il y aura plus de croissance nominale pour plus longtemps. Et malgré tout, la Fed recalibrera sa politique monétaire avec quelques baisses de taux au fil de l'eau, sans doute à partir du mois de juin et pour quelques mouvements devant nous. Difficile dans ce contexte, quand on est investisseur sur les marchés, j'imagine, de se mettre face à un mouvement assez puissant de hausse. On est bien d'accord. D'autant, ce printemps, c'est pas un vol d'hirondelle, c'est un vol de colombes. Il y en a partout. Finalement, la BCE a commencé elle-même. Nous publiant des prévisions d'inflation notamment, qui étaient juste incroyables. Enfin, je veux dire, elles n'ont aucun sens. Donc, on nous donne la direction, l'inflation va baisser là où on veut. D'ailleurs, c'est déjà fait. Regardez, nos modèles nous conduisent tout droit à 2%. La Banque d'Angleterre nous dit, mais finalement, ce sera dès ce printemps. Bon, après, si on regarde dans le détail, elle est quand même un peu plus raisonnable. Mais voilà, donc le message est à peu près le même. Et puis, la Banque centrale américaine, vous voyez à quel point, de toute façon, on y va. On y va, alors oui, on peut... Même la croissance forte de l'emploi n'est pas une raison pour reporter les baisses de taux. Puisque regardez, de toute façon, on y est quasiment 2%. Donc pourquoi c'est très bien au contraire. Si on peut avoir 2% d'inflation, et en plus de l'emploi, et en plus de la croissance forte, des effets richesse comme ça, qui va se plaindre? On y va. Alors, bien évidemment, vous l'avez dit, les marchés se réjouissent. Et comment ne pas faire autrement? On a des perspectives de croissance qui sont à peine, un peu, en tout cas, mais suffisamment améliorées, parce que la perspective de baisse des taux améliore la perspective de croissance. Des entreprises qui, pour l'instant, ont des résultats encore toujours constamment surprenants, qui ne semblent pas avoir de problème de pricing power particulier. Et on nous dit que les taux vont baisser, donc l'immobilier, le crédit, bon, tout va très bien. Alors, dans ce contexte-là, quand même... Qu'est-ce qui vous embête dans ce scénario, Véronique? Qu'est-ce qui m'ennuie? Allons directement au sujet. La question, à quoi jouent les banques centrales? Voilà. Pourquoi ce changement brutal d'approche? L'inflation, on en a la démonstration tous les jours, elle n'est pas tout à fait terminée. Les liquidités sont à des niveaux extraordinairement élevés. Donc on sait très bien, et des effets richesse, très importants. Oui, Il faut avoir quand même en tête que depuis 2020, c'est quasiment 2 fois le PIB américain. Les effets richesse. Ces effets richesse, ils partent pas n'importe où. Ils restent pas sagement enfouis dans des comptes. Non, ils reviennent dans l'économie. Moi, j'ai fait un saut aux États-Unis rapidement. Voilà, ça bouillonne. C'est visible à l'œil nu. Il faut pas être économiste. Il n'y a pas besoin. Donc, on sait très bien que dans ces conditions-là, il ne faut pas en rajouter beaucoup pour risquer de provoquer... Redéclencher l'inflation ? Et oui, alors pour l'instant, l'inflation, c'est très bien, elle va sur les actifs, mais on sait bien que ça reste jamais coincé dans les actifs, et que dans ces actifs, il y a aussi des matières premières, et que les matières premières, et on a bien l'impression qu'il ne faut pas les chauffer beaucoup pour que ça reparte. On voit ce qui se passe sur les prix des précieux, on regarde aussi ce qui se passe au niveau de l'alimentaire, ou des prix d'ailleurs en général, des matières premières qui sont restés très élevés. On est encore entre 20 et 40% au-dessus des niveaux de 2019. Et là encore, les tendances, on sent bien que les marchés sont dans les starting blocks. Oui, et moi, j'ai juste peur d'une chose, c'est qu'en allant trop vite, en étant quand même un peu trop conciliant, on rallume la mèche de l'inflation et que celle-là fasse très très mal, notamment sur les prix alimentaires et notamment sur les émergents. Il n'y a pas que les pays émergents du reste, mais donc c'est ma principale inquiétude. Vous trouvez qu'il manque de prudence aujourd'hui? Parce que, encore une fois, le traumatisme Arthur Burns, et puis derrière Jérôme Powell, il y a aussi d'autres prises de position, il y a aussi des membres comme Bostic qui essayent de tempérer le mouvement de baisse de taux, une baisse, et on voit
et on verra ce qui se passe. Il y a quand même aussi tout ce discours-là derrière ce que Jérôme Powell a porté la semaine dernière à la tête du FOMC. Heureusement, parce que ça temporise un petit peu. Il y a le niveau des taux longs quand même qui est déjà bas, qui a baissé, qui est très inférieur à la croissance nominale. Donc on voit bien. Et je dirais, heureusement, la Chine est étouffée, mais je redoute le jour où les PMI manufacturiers monteront un peu plus, où on commencera à avoir un petit peu de circulation de biens au niveau international, parce que ce jour-là, à mon avis, ce sera celui où les prix des matières premières, effectivement, flamberont ou monteront rapidement. Donc c'est ça qui rend inconfortable. Et à côté de ça, on a plein de raisons. On comprend bien ce qui se passe, le contexte géopolitique, le contexte politique également, certainement aux États-Unis. Sûr. Mais voilà, je trouve qu'on joue avec le feu. Bon. Dans ce contexte, quels sont vos commentaires par rapport à cette situation de marché, notamment sur le marché américain Thierry, vous l'avez sans doute remarqué comme moi, mais j'allais dire, ce vent porteur pour les actifs risqués, il bouscule encore pas mal de monde. Je reprenais le consensus des stratégistes de Wall Street à fin 2023, c'est-à-dire les premières cibles qu'on donne sur l'année suivante. Bon, ce consensus, il a déjà explosé. Le S&P est quasiment 10% au-dessus de ce que l'ensemble des stratégistes attendaient fin 2023 pour fin 2024. Les stratégistes s'ajustent. J'ai donc vu les équipes de SocGen, qui ont pris le leadership de la team bullish à Wall Street en remontant l'objectif du S&P 500 à 5500 points. Ça bouscule quand même les gens, j'ai l'impression, ces mouvements de marché-là. Alors, SocGen était à 4007. Ils sont passés. Oui, alors peut-être qu'ils étaient particulièrement en retard, effectivement. On est à 5002, il y a un phénomène de rattrapage. Au-delà de ça, je trouve qu'il y a dans cette hausse quelque chose qui bouscule, encore une fois, je trouve, les investisseurs et les gérants. Oui, il y a très clairement, pour nous, en tout cas, un changement de paradigme. C'est-à-dire que, souvenez-vous, fin d'année dernière, en fait, les marchés ont monté à partir de fin octobre. On était à peu près à 4004 sur le SPI 500. On est aujourd'hui à 5002. Le marché a monté d'environ 35%, 30-35%, ce qui est rare dans des durées aussi courtes. La hausse de fin d'année, elle s'est beaucoup articulée sur un univers un peu mid-small US, parce qu'on anticipait des mouvements de baisse de taux. Patatrac, début d'année, changement de discours, on se rend compte que la Fed sera peut-être plus dure qu'on ne le pensait, et on revient sur un scénario assez classique d'aller rechercher des large caps, moins risqués, etc. Ça a marché jusqu'à fin février. Ce qu'on observe un petit peu depuis la semaine dernière, c'est un retour un peu en force de cet univers mid-small, si effectivement on a ce mouvement de baisse de taux qui devrait commencer a priori début juillet. Voilà. Les stratégies, vous savez, moi j'ai appris sur l'histoire du temps à prendre et laisser les choses. Historiquement, ce sont des gens qui sont un petit peu plus optimistes que le marché. Pour une fois, c'est pas le cas. Ceux qui ont raison une année ont souvent tort la raison l'année suivante. Exemple Morgan Stanley, certains de mes confrères, etc. J'en passe d'autres. Voilà, donc faut être très prudent sur des prévisions. Mais le changement de paradigme, pour moi, vient du fait que depuis le début d'année, l'histoire a un peu changé. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu croire avec la remontée des taux que les marchés sanctionnent et pas du tout. Le marché, en fait, est accompagné d'un mouvement de profits qui sont finalement aux États-Unis, en tout cas, meilleurs que prévu. Et ça, c'est bien. Donc, c'est vraiment... Jusqu'à présent, moins de baisse de taux parce que plus de croissance. Ouais. C'est ça qui a fonctionné sur les premières semaines de 2024. Oui, c'est-à-dire qu'on avait fin d'année, bad news, c'était good news, voilà. Et là, on est dans un scénario où les bonnes nouvelles, c'est bon pour le marché. Donc, des profits au Q4 qui ressortent supérieurs aux attentes, même s'ils ont globalement fini flat, et encore, il faudrait retraiter le chiffre avec le poids des magnifiques 7 ou des 10 plus grosses caps US. Voilà, et on est dans une logique différente. Donc, si les profits sont au rendez-vous, si vous avez une croissance à 2 chiffres cette année, ce qui a l'air d'être c'était un scénario un peu consensuel en début d'année, qui était un petit peu sujet à débat, et a priori, on en prend le sens, le marché va poursuivre sa hausse. Ouais. Si vous avez un grain de sable dans l'histoire des profits et que ça décélère, là, ça serait une autre histoire. Et là, on peut avoir une correction de marché. En tout cas, à court terme, chez nous... C'est pas ce qui est prévu pour 2024. L'histoire des profits, elle est plutôt quand même sur un momentum positif. Oui, c'est du double digit, c'est du 2 chiffres, et probablement pareil sur 2025. Alors même si, en fait, il faut prendre avec beaucoup de prudence les chiffres de l'année prochaine. Oui, je reste sur 24, moi, pour l'instant. Voilà. Oui. Mais globalement, c'est vrai que... Et c'est pas plus mal que beaucoup de stratégies soient un petit peu en deçà des niveaux d'indice, parce que ça ne fait... Encore une fois, les marchés haussiers gravissent sur des murs de scepticisme, comme on connaît l'adage. Et je pense que ça, c'est plutôt une bonne chose. À court terme, une petite pause, ça serait néanmoins salutaire. Est-ce que la Fed joue avec le feu ? Je ne sais pas. Je reprends la question de Véronique. La Fed est très pragmatique. Elle juge sur les chiffres qu'elle a. La Fed avait dit, je rappelle, quand on regarde ce qui se disait en fin d'année dernière, les gens des marchés financiers, des gens comme nous ou autres, tout le monde pariait sur 6 baisses de taux. 6. La Fed disait 3.
Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est à 3 baisses de taux anticipées. Donc la Fed, finalement, est plutôt bien dans les lignes de ce qu'elle prévoit de faire. Après, on verra, mais plutôt la Fed fait du bon boulot, je trouve, depuis 1 an et demi. Elle fait du bon boulot, elle a de la chance. On verra ce que nous dit l'histoire, effectivement, après coup. Est-ce que la Fed joue avec le feu ? Il faut crever un peu ce débat-là, Alain. Et comment vous comprenez, effectivement, la suite de l'histoire, avec un momentum très favorable pour les marchés actions, et même un rallye qui semble s'élargir un petit peu. Hein. C'est ça le fait peu nouveau des derniers jours et des dernières semaines. Première chose sur la Fed, moi je pense que effectivement c'était le marché qui avait des anticipations peut-être un peu exagérées. Finalement, ça s'est bien passé. Je veux dire, le retour sur terre de ces anticipations par rapport à la réalité de ce que va faire la Fed, ça a convergé gentiment. Et après, en tant qu'opérateur, je me souviens, on en avait parlé la dernière fois, on se disait, je disais que pour le moment, ils économisent des baisses de taux, parce que le marché les anticipe, donc c'est pas la peine de s'énerver, les taux longs restent sous certains niveaux. Capés, quoi, oui. Capés. Ça fait un peu cher de s'endetter à court terme, c'est pas très très grave, puisque finalement, les bilans des entreprises le supportent largement, ou plutôt même le contraire, ils ont beaucoup de liquidités, donc c'est plutôt favorable. Donc la Fed a bien géré ce truc qui aurait pu être assez dévastateur, parce qu'on aurait pu avoir les techs qui prennent un gros bouillon le jour où on se rend compte que la Fed va baisser que 2, 3 fois, on ne sait pas, et on vient de 6, et puis on va faire 3, et c'est 3 fois 0,25, etc. Donc en fait, ils gèrent bien les choses, et je pense même qu'ils sont assez prudents, qu'ils se donnent une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait besoin, la Fed pourrait agir de manière puissante. Donc, si l'économie venait à prendre un gros ralentissement un peu imprévu, le pétrole qui venait à monter, ou je ne sais pas quoi, qui viendrait peser sur l'activité, ou je ne sais quoi, ou l'inflation, ils auraient la marge de manœuvre pour faire ce qu'ils veulent. En fait, ils sont assez mobiles en ce moment. Après, sur les marchés... Souvent, on dit la liquidité vient des banques centrales. Et là, en fait, elle est venue des banques centrales et elle est stockée un peu partout dans l'économie. C'est-à-dire que on a eu une période où le bilan des banques centrales, il drivait le S&P. On faisait une courbe, on montrait le bilan de la banque centrale et on avait pratiquement la courbe du S&P en face. C'était assez convergent. Là, en fait, tout cet argent a été mis dans l'économie. Il est stocké partout. Il y a 6 trillions de dollars qui traînent sur des monétaires, sur des placements courts, sur des comptes d'entreprise, etc. Donc, ça fait quand même la liquidité un bon disponible. Soutien, quoi. Oui, bien et sûr. On le voit, même le private equity a énormément de cash. Alors, ils ont aussi énormément de boîtes à vendre. Oui. Ils ont 28 000 boîtes à vendre dans les 5 ans. Et des clients qui commencent à demander un peu le retour de l'argent. Rendez-moi l'argent. Mais ils ont du cash. Cet endroit-là, il y a des amortisseurs. Ouais, ça aurait pu être assez sensible, ce segment-là, qui était un peu cher par rapport au small mid côté, on aurait pu avoir un phénomène comme ça. Donc, de ce côté-là, moi je dirais que sur moyen terme, sur la fin d'année, on est plutôt parti sur une tendance qui devrait tenir. Après, ce cash, par exemple, ça renforce l'idée que une faiblesse du marché serait mise à profit justement par certains investisseurs pour réallouer, rentrer, revenir, renforcer. C'est le buy the dip, quoi. C'est ça, et puis c'est valable sur toute la courbe de risque, on va dire. C'est-à-dire que les gens qui sont monétaires aujourd'hui, s'il y a un petit pet sur le high yield, ils ont de la place pour en faire un petit peu du court, des placements un peu plus longs, et puis encore un peu plus longs, et puis après on fait un peu d'actions, après on fait des ETF, et puis après on va chercher... vous voyez, c'est un peu comme ça que les choses devraient se passer. Alors après, à court terme, et moi c'est un peu comme ça que je vois le marché en ce moment, c'est si vous êtes investisseur, vous êtes bien investi, vous avez votre position faite, etc. Moi, je prendrais quand même un peu de bénéfice sur les techs qui ont quand même particulièrement monté. Ce serait pas plus mal de se faire un peu de cash en ce moment. Inversement, vous êtes un investisseur qui a raté toute cette hausse et vous vous morfondez tous les jours à voir le marché monter. Je dirais qu'à la limite, faites le pari jusqu'au bout. Attendez le mois de juin et à un moment donné, s'il y a un trou, et ça peut être assez rude quand même, parce que en plus un peu de géopolitique viendrait se mettre là-dedans. Le pétrole qui est quand même un peu sous tension.
attention, le message de Biden aux Ukrainiens d'arrêter de faire prendre le feu à toutes les centrales, les raffineries russes. Bon, tout ça crée un petit peu un truc qui est... Oui, il y a toujours un grain de sable qui peut venir dérégler la belle mécanique du moment. Si vous avez du cash, vous aurez toujours la possibilité. Mais je pense pas qu'il faille... vous savez, il y a un truc comme ça, c'est vrai qu'on l'a fait souvent en tant que gérant, c'est j'ai raté la hausse des techs, j'ai raté la hausse des large caps, j'ai raté le machin, allez, je vais me mettre sur l'émergent, la Chine... tout ce qui n'a pas monté. Ouais, en me disant, allez, all-in, mais et en fait, c'est pas très grave, c'est 50% d'actions, ça va, quoi, je suis équilibre, quoi. Mais non, c'est pas comme ça. En fait, je pense qu'il vaut mieux carrément prendre le risque. Vous l'avez raté, de toute façon, vous l'avez raté, c'est pas la peine d'aller s'exciter. Et ben, vous attendez 2-3 mois, et je pense qu'à un moment donné, il y aura de la place pour un retracement, parce que si on regarde les indicateurs de marché, il y en a beaucoup qui sont quand même très tendus, quand même. Surachat, vous voulez dire? Sur un sentiment de surachat, les particuliers qui sont au maximum de... Il n'y a pas eu de respiration de 5% depuis des semaines et des mois. Donc ça, à court terme, c'est généralement, ça marche plutôt pas mal. Mais ça, c'est des facteurs techniques. Oui, c'est des facteurs techniques. Oui, mais bon, quand vous gérez, vous êtes bien obligé d'en tenir compte. Non, plus que jamais, bien sûr. Mais ça ne remet pas en cause la stratégie qu'on peut avoir pour 2024. Si vous êtes investi normalement, c'est pas la peine faut pas tout vendre aujourd'hui. Il faut se laisser porter gentiment. Véronique, je reviens à la Fed et ce que ça implique. Est-ce qu'ils n'essayent pas de nous dire quand même que tendanciellement, la croissance américaine est peut-être un peu plus élevée que ce qu'on imagine? Incontestablement, d'ailleurs. Oui. Enfin, et il faut l'espérer, parce qu'avec tout ce qu'ils ont mis sur la table en termes budgétaires, il vaut mieux que ça rapporte un petit peu, parce que sinon ça... donc oui. Et mais ce constat-là, il faut toujours un peu de temps pour le faire aussi. Alors, à croissance plus élevée, gain de productivité également plus élevé, la théorie économique vous dit taux d'intérêt structurellement plus élevé. Mais c'est un peu ce qu'ils disent. Pour l'instant, il ne nous dit pas. Il nous dit, vous allez voir, on va revenir à 2% d'inflation, on va baisser les taux d'intérêt. Alors, mais le taux terminal, baisses cette année, 3 baisses l'an dernier, l'an prochain, 3 encore après. Je pense qu'il pourrait il pourrait atténuer le discours et être un peu plus prudent pour ne pas... Moi, ça me donne l'impression qu'il souffle sur les braises. À un moment donné, quand on est spectateur, on se dit, c'est quoi là qu'on joue? Une nouvelle guerre, c'est plus la guerre commerciale, c'est la guerre de la richesse? Parce que ça va compter dans le contexte actuel. La richesse accumulée, elle n'est pas tout à fait négligeable. Et donc, Vous dites c'est un bateau, l'économie américaine, qui n'a pas besoin de vent dans les voiles aujourd'hui, quoi. Exactement. Et qui donne l'impression... Il est arrivé quand même dans le passé que la Fed donne au moins l'impression d'avoir une vision globale. Alors, on connaît le proverbe, mon dollar, le dollar, c'est la monnaie, c'est votre problème. Là, on a l'impression que cette vision globale, elle est complètement out. Et or, quand on regarde aujourd'hui, l'influence ou l'impact possible le plus embêtant, il n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, à la limite, il y a des effets richesse, et puis éventuellement, il y aura des bulles, et puis des bulles qui éclateront. C'est pas ça aujourd'hui le problème. C'est tout ce qui se passe ailleurs. Et moi, je suis particulièrement inquiète sur les prix des matières premières. Ouais. Je n'aime pas ce que nous disent les cours de l'or, les cours des précieux, même ce que nous dit le Bitcoin. C'est ça, c'est que là, on est en train, le marché doute de la capacité des banques centrales, et surtout de la Fed, à préserver la valeur du dollar. Donc, voilà. Il y a une fuite devant la monnaie, là, qui s'exprime à travers l'once d'or, le Bitcoin, etc. Alors, l'or peut se tromper. Mais, force est de constater que quand on regarde tout, quels sont les signaux, les signes d'une évidence, d'un durcissement exagéré des conditions monétaires. Où les voit-on? Ni les indicateurs de conditions financières, ni les marchés, ni la croissance. Alors, il y a toujours cet immobilier dont on a du mal à anticiper les mouvements. Il y a une espèce d'usure qu'on voit bien, mais finalement, il suffirait peut-être de 50 BP de baisse des 10 ans pour que ça reparte comme ça. Donc, et c'est un petit peu plutôt ce que nous disent les choses. On est prudent, mais... Et alors après, il y a l'immobilier commercial, point noir, et puis là, pour chercher des données et des informations pour avoir un sentiment un peu fondé, c'est nettement plus difficile. Donc, voilà, moi, la Fed prend le risque de laisser filer encore un peu plus longtemps, peut-être, l'inflation pour préserver cette croissance qu'elle observe aujourd'hui, Véronique. Est-ce que c'est forcément un mal? Est-ce que c'est aussi les prémices de quelque chose qui sera un objectif d'inflation peut-être un peu différent
cohérent dans un monde où les chocs d'offres pourraient justement entretenir des pressions. Ce serait pas tout ce forcément un mal si la base monétaire repartait pas à la hausse, si les Chinois étaient pas en train d'inonder leur marché de liquidités, et les liquidités chinoises, elles restent pas en Chine ou je ne sais où. Donc, c'est cette perception globale, moi, qui me gêne et qui me fait dire, là... Je l'ai dit, on joue avec le feu. Et le feu, c'est quoi? C'est de recréer une remontée ou une embardée trop précoce des matières premières. Le cycle, c'est normal. On a toujours des matières premières qui remontent. Sauf que là, ça remonte tout de suite, on est mal. Oui, quand vous dites matières premières, c'est pas juste les précieux. C'est bien sûr l'énergie et l'alimentaire. Et l'alimentaire. Alors, avec des températures qui, dans le monde, en plus, en Amérique latine, en Afrique, et peut-être bientôt en Europe, nous disent quand même que là, on est sur un terrain fragile ou sensible. Alain ? Oui, juste deux choses. On reparlait tout à l'heure de l'effet richesse, et il y a un truc qu'il faut regarder en ce moment, c'est... moi, j'ai un certain nombre de valeurs que je suis, et je regarde les initiés qui vendent. Ah, mais c'est complètement dingue. Les patrons d'entreprise... Ça allège. Ah, mais c'est l'effet richesse. C'est vrai. Ah oui. Alors, c'est tout le board, tout le comité exécutif, ils vendent $800,000 chacun. Ils sont 25 là-dedans, et ben ça fait quelques millions de dollars. Il y a les Meta quand ils font ou Amazon, c'est un coût d'1 milliard. Alors ils disent que c'est un truc programmé. C'est pas pour payer les impôts là ? Il n'y a pas une peut-être. Oui, d'accord. Enfin, ça fait quand même ça fait quand même quelques euros quoi. Et puis après et moi je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est sur la devise le point. C'est l'endroit où on peut vraiment faire de la volatilité très rapidement, c'est les devises. Et alors je pensais, quand j'ai vu les Japonais qui montaient légèrement leur taux, je me suis dit, oh là là, on va péter les carry trades, donc ça va être un gros cirque. Bon, finalement, c'est pas du tout. Même au contraire, rien du tout. On short le yen encore plus. Voilà, c'est ça. Mais non, parce qu'en fait, les gens ont compris que ça allait durer encore un certain temps. Ils avaient un petit peu peur, ils avaient commencé à se racheter, et puis là, c'est reparti. Mais bon, le dollar est effectivement un peu fragile. On voit le dollar est fragile. Je sais pas, il reste quand même ferme si je prends le dollar index aujourd'hui. Oui, enfin, il a un petit peu baissé, mais par rapport à l'euro, quoi. Mais bon, et voilà, enfin, et ça pourrait venir de là. Enfin, il pourrait y avoir un gros problème qui viendrait de là. Mais c'est pareil, ils ont tellement de marge de manœuvre, les banques centrales, pour faire quelque chose contre ça, que c'est pas tout de suite. Et puis l'or et le Bitcoin, ça reste quand même encore. On pourrait imaginer l'ensemble des devises qui se détériorent par rapport à ces deux indicateurs. Et là, on aurait vraiment un gros problème. Et pour mettre ce que j'ai dit en porte-à-faux, on voit rien sur les 30 ans. J'ai cru, après la Fed, le soir même... Ça repentifie un peu sur du... Mais finalement, pour l'instant, non. Il y a eu quand même un petit mouvement de repentification de la courbe des taux. 2 ans, 10 ans, ça a dû reprendre quand même quelques petites dizaines de points de base, quoi, en 2 semaines. Ça Powell, il a réussi. Ouais. Mais voilà, on aurait pu penser que sur le 30 ans, ça tire un peu plus, quoi. Ouais. Manifeste, Bon, je reviens aux considérations du marché américain sur l'idée que la hausse se diffuse. Est-ce que ça veut dire que c'est le bon moment pour jouer peut-être la diversification ? C'est quoi une bonne diversification pour vous sur le marché américain, Thierry ? Puis je veux bien qu'on prenne quelques instants pour dire un mot peut-être du cas spécifique Apple. Ok, alors... je vous fais la liste comme ça. Alors, au niveau du marché américain... Contrairement à ce qu'on peut penser, le marché ne s'est pas tant élargi que ça depuis le début d'année. Et même au sein des acteurs qui ont permis de jouer l'intelligence artificielle, il y a vraiment une boîte qui embarque tout, c'est Nvidia. Parce que depuis un mois, vous avez pas mal d'acteurs qui étaient des calls périphériques sur l'IA. Je pense à Advanced Micro ou d'autres boîtes de semi ou autres. Et il y a eu quand même des boîtes qui ont très clairement marqué le pas. Donc il y a vraiment une boîte qui embarque le marché. La deuxième chose, c'est que moi, j'étais à la conférence annuelle de Raymond James il y a 15 jours aux États-Unis, 309 sociétés qui étaient présentes, beaucoup de sociétés dans tous les secteurs de la cote. J'ai été impressionné, un peu ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez aller aux États-Unis. Moi, j'étais bluffé par le discours des dirigeants des sociétés, une lisibilité forte, beaucoup de croissance, beaucoup de questions sur l'impact de l'IA sur des sociétés auxquelles on ne s'y attend pas, dans la restauration, chez Walmart, chez UPS, chez Delta, ce genre d'acteurs. Ce qui m'a surpris, c'est très peu de questions, pour ne pas dire, en tout cas dans les séances plénières, sur l'ISR. Sans mot. C'est pas leur sujet. Ils s'en foutent. C'est là où, quand on est en Europe, on vit ça un peu de manière un peu étonnante. Ça tranche par rapport au meeting précédent organisé par Raymond James chaque année ? C'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre exactement à cette question. Ça n'a jamais été au centre des préoccupations des Américains et ça l'est de moins en moins. C'est juste une évidence.
Et d'ailleurs, il y a c'est des mouvements qui émanent d'États comme le Texas ou autres qui contestent un petit peu cette hégémonie des critères ISR. Voilà. Au niveau, ce que je disais aussi, c'est que on a un peu tendance à voir la hausse du marché américain quand on a du prisme des boîtes de tech. Il y a plein de secteurs aux États-Unis qui marchent très bien. Et ma question, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on est récompensé pour sortir un peu justement de Nvidia et du seul thème de l'IA? Oui, vous en avez plein. Vous avez dans la consommation, vous avez des acteurs qui ont très bien marché. Nous, on commande une marque de chaussures que vous connaissez. On aime ou on n'aime pas. Crocs. Vous avez des chaînes de restauration. Shake Shack, concurrent de McDonald's, 40% de hausse depuis 3 mois. Walmart marche bien. Vous avez des sociétés qui ont déçu récemment. La semaine dernière, c'est Nike, c'est Lululemon. Beaucoup de boîtes de restaurants qui caracolent en tête. Autre secteur dans les financières. Oubliez les banques américaines, même si les taux restent élevés, ça peut leur être favorable. Regardez les assureurs. Les assureurs américains marchent très bien. Chubb, Allstate, Travelers sont des boîtes que nous, on recommande, qui font des records. Et vous avez toute la thématique un peu cyclique, un peu industrielle. Et moi, je pense aux compagnies aériennes. Par exemple, je suis allé voir... Ouais. Je voulais comprendre pourquoi des sociétés comme dans l'aérien, on a tous expérimenté depuis maintenant 2 ans une envolée des prix. Mais quand je dis une envolée des prix, c'était des hausses absolument incroyables. On l'a vu dans la restauration ou autre, et je me dis, ou dans l'hôtellerie. Et combien de temps est-ce que ça va... Sky is the limit, là. Sky is the limit, parce que nos revenus n'ont pas augmenté de 30 ou 40% en 2 ans, et pourtant, ils appliquent des hausses de prix. Et en fait, quand il y avait le CEO de Delta Airlines qui était là, il nous parle effectivement, donc leur principal marché, c'est le marché transatlantique. United est plutôt sur la zone Pacifique, Delta est plutôt sur la zone Atlantique Nord. Que ce soit le domestique, que ce soit l'Atlantique Nord, que ce soit la clientèle corporate, ils voient pas de nuages. Ils sont très optimistes. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est des budgets sacralisés, là. Oui, alors c'est les conséquences du Covid. Je pense qu'à ce niveau-là, ça relève plus du psychologique qu'autre chose. On connaît l'appétence qu'on a tous eu depuis 2 ans et demi à sacrifier certaines dépenses et à privilégier celles qui consistaient à sortir, à voyager. Voilà. Sauf que ça doit toucher à un moment donné sa fin. Alors on verra si les mouvements la semaine dernière sur Lulu, Nike ou des boîtes de restaurants, ça fera long feu, ou si au contraire il y a quelque chose de plus grave global derrière. Qui se met en place. On verra. Mais oui, il y a des choses quand même. Il y a des bons résultats. C'est intéressant parce que vous évoquez pas mal d'exemples liés à de la conso et de la conso discrétionnaire aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Mais voilà, après le mouvement, il faut avoir un peu quand même du côté des cycliques sur la fin d'année, avec en particulier, alors il y a un des secteurs, moi ça me désole toujours, mais je comprends le secteur de l'énergie est un secteur. Moi j'ai vu en demeurant 2 sociétés, j'ai vu Occidental Petroleum, bien connu pour les amateurs de Buffett, et je suis allé voir Halliburton. C'est des sociétés qui ont leur dette nette sur EBITDA est au plus bas, la génération de cash est énorme, ils vous payent des dividendes, ils vous payent des rachats de titres. Sauf que mes clients, enfin, en général en France, ils ne peuvent pas en acheter, parce qu'il y a de l'énergie fossile. Ils sont sur un boulevard. Ouais. On dirait un mot d'Apple derrière, mais sur la... Alors, le SG... Je savais que ça me retomberait dessus. Qui vient, qui est senior advisor au SG? Alain Pitous, tiens. Non, c'est un constat qu'il faut partager. Oui, non, bon. Alors après... Et puis la conso discrétionnaire, moi ça m'intéresse aussi après, peut-être. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je crois qu'il y a 2 sujets. L'ISR d'il y a 5 ans ou 3 ans, en fait, ce truc-là, je pense que personne n'est capable de dire si c'est bien ou si ça sert à quoi que ce soit, quoi. Et c'est terrible parce que, moi, ça me frustre énormément, vous en doutez bien. Mais je crois que le débat, il est en train de se décaler, en fait. C'est-à-dire qu'on va vers les émissions de carbone. Et puis c'est tout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va sur les émissions de CO2. Et puis, vous dites que vous allez être neutre dans tant de temps. Vous partez de là, vous allez là. Il y a une courbe. Enfin, il y a une courbe ou un trait. Enfin, je sais pas comment vous allez faire ça. Ouais. Vous êtes dessus, vous n'êtes pas dessus. Et un beau jour, on va pricer ça. Et ça va faire très, 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 très mal. Parce que ce jour-là, il va y avoir une discrimination. Ça va être une manière de discriminer très simple, quoi. C'est-à-dire que vous émettez beaucoup, c'est pas très grave. Mais est-ce que vous êtes sur une trajectoire ou pas? Si vous continuez d'augmenter, alors il ne faudra pas raconter des histoires d'intensité, de valeur d'entreprise, ces trucs-là. C'est cette boîte-là, elle est émettant, etc. Mais on va se focaliser sur le carbone parce que c'est le seul truc qu'on sait mesurer et qui est à peu près objectif dans la mesure. Accessoirement, c'est quand même, on parlait des températures, c'est quand même c'est qui compte. Oui, donc on va revenir au fondamental. C'est triste, mais parité dans la gouvernance de l'entreprise, c'est difficile de dire si c'est bien ou pas bien. Enfin, il y en a qui vous disent que c'est bien, mais vous n'arrivez pas à le mesurer. Puis, c'est un tel bordel
pour le mettre en œuvre sur l'ensemble que c'est. Donc simplification des critères. Et moi je pense que ça va être c'est beaucoup plus simple qu'en fait. Et puis après on parlait de l'élargissement, c'est vrai qu'il y a 80% des boîtes du S&P aujourd'hui qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Ah oui. Donc les choses se sont mises en place. C'est-à-dire que ça y est, la hausse elle est généralisée. Alors après il reste quelques boulets, alors il reste des compagnies pétrolières, mais moi les compagnies pétrolières, là-dessus, moi je suis assez pragmatique. Si vous êtes un investisseur à 30 ans, faut pas avoir ce genre de valeur. Après, si vous voulez spiler, aller chercher du dividende, de la rentabilité, machin, ok, mais ça va vous retomber dessus à un moment donné, parce que quand ça va tomber, c'est sur ces boîtes-là que ça va tomber, parce qu'il y en a quelques-unes qui font rien. Oui, mais il y en a peut-être d'autres qui font des efforts. Je veux dire, dans ce secteur-là, peut-être qu'il y en a des best-in-class à détenir et à pas rater, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est assez difficile de dire lesquels, en particulier aux États-Unis, je pense. Oui, aux US. C'est un peu loin du sujet, quand même. Mais sur la conso discrétionnaire, là, ce qui est décrit par Thierry aux États-Unis, vous aussi, vous avez fait un saut aux États-Unis, comme vous disiez, Véronique, mais est-ce qu'on peut le sentir en Europe? Parce que sur le plan boursier, depuis 7, 8, 9 semaines, déjà, l'Europe fait bien. Fait pas moins bien que le marché américain, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de démérite en Europe. Et puis, c'est des secteurs quand même plutôt liés à la conso discrétionnaire. J'ai vu, c'est travel, c'est loisirs, tourisme, c'est automobile. Alors évidemment, c'est des boîtes qui se payent pas cher. L'auto, ça n'a pas changé de statut en termes de PM, mais c'est quand même des secteurs qui ont vachement bien progressé ces dernières semaines et qui surperforment le reste du marché. Alors je mettrais le luxe, mais un peu à part avec les fake earrings, etc. Mais bon, Hermès est au plus haut historique aussi. Oui, mais alors c'est intéressant. J'ai pas de réponse. Ce sont des gros sujets très complexes. Mais je pense qu'on peut pas le départir du luxe. J'ai l'impression que c'est une nouvelle forme, effectivement, de consommation discrétionnaire, qui est plus le luxe, mais qui est une nouvelle forme de vie, quelque part, on va dire, un nouvel mode de vie pour ceux qui ont les moyens. De nouveaux usages, en fait. De nouveaux usages, pour ceux qui ont les moyens. Et moi, j'arrive pas... Alors, en Europe, je le sens moins. Mais aux États-Unis, j'arrive pas à le séparer d'une question à laquelle j'ai du mal à répondre, qui est-ce qu'on n'a pas une nouvelle silver economy qui vient du fait que le Covid a accéléré le départ en retraite relativement précoce d'Américains, plutôt, bien évidemment, ceux qui avaient les moyens de partir à la retraite, qui sont en général multipropriétaires, qui louent leur qui ont un capital important, qui savent en général gérer, qui encaissent des effets richesse comme il faut, et qui, finalement, se promènent, se font plaisir, se promènent à travers le monde. Et ça aide, d'ailleurs, ça participe à l'activité de tourisme international, à l'activité des compagnies aériennes. Donc une tranche de la population qui a plus de temps libre que ce qu'elle aurait dû avoir à cet âge. Oui, et qui est assez compatible aussi avec ce qu'on voit par exemple sur l'inertie des ventes automobiles. Parce que finalement, vous regardez... oui, parce que quand dans une famille américaine, il y a les deux qui travaillent et il y a besoin de 2 voitures, quand ils passent leur temps à se promener, à se faire plaisir, il n'y a plus besoin de 2 voitures. Et je sens qu'il y a de cela. Mais nous n'avons pas encore les éléments données, les évidences, pour l'affirmer et l'analyser proprement. Mais du coup, ça explique effectivement cette nouvelle forme de vie, de dépenses, de mode de dépenses qui va beaucoup vers le tourisme, vers les loisirs, etc. Alors, l'Europe n'est pas complètement en dehors de ça. Est-ce que c'est la même typologie de population? Pas tout à fait. Enfin, non. Voilà. Donc, c'est différent, mais ça prend néanmoins, me semble-t-il, un petit peu les mêmes formes, c'est-à-dire tout ce qui va autour du loisir, des voyages, etc. etc. Donc, on a des taux de fréquentation aériens touristiques qui sont juste hallucinants. Et de ce point de vue-là, le marché est assez connecté à la réalité que vous décrivez. Enfin, je veux dire, ce sont ces secteurs-là qui surperforment en ce moment. Y compris dans les services, dans certains pans de la restauration, etc. etc. Donc c'est assez intriguant, c'est intéressant, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas envisagé. Peut-être que, me semble-t-il, le Covid a rapproché, en fait, et qui donne une nouvelle forme, peut-être, de vie ou de dépenses à cette couche de la population qui est assez importante. Thierry, si vous avez des réactions, et puis je veux bien là pour le coup qu'on dise un mot du cas Apple. Alors avec, cerné de toutes parts, ça reste Apple, des problèmes opérationnels, commerciaux. Tim Cook était encore en Chine pour faire du public relation pour la 2e fois en 5 mois, et puis
j'allais dire, les affaires judiciaires qui s'empilent, soit venues d'Europe, comme annoncé aujourd'hui, soit désormais venues, y compris du territoire américain, avec le département de la justice la semaine dernière, et des actions en justice sur des questions antitrust, évidemment, visant Apple. Est-ce que ça affaiblit le cas boursier spécifiquement? Alors, le titre a déjà lâché un peu de terrain. Il a lâché presque 17 ou 18% sur les plus hauts de début d'année. Ouais. Et lorsque, en début d'année, j'abordais un petit peu la thématique des magnifiques 7, je leur disais, il y a 2 boîtes sur lesquelles je suis très réservé. Une que je n'aime pas, c'est Tesla. L'autre, j'étais réservé sur Apple. Et la raison pour Apple était en partie liée, non pas que j'avais vu, ou que nos analystes, pas moi, avaient vu la faiblesse à venir en Chine, c'était l'absence de stratégie en IA. Il n'y en avait pas. Ouais. Et un troisième problème qui est majeur... C'est l'IA qui pose problème à C'est Apple. Aussi l'absence de nouveaux produits. Moi, j'étais donc à New York il y a 10 jours, je suis allé me promener, je suis dans une boutique Apple, j'ai voulu tester le nouveau casque. Ouais, franchement, c'est un très beau produit, mais... si vous voyez le casque, je ne pense pas que demain, vous allez le porter. Ce n'est pas un produit de grande consommation, c'est un produit à plus de 3 000 $. Vous n'allez pas... Voilà. Donc, c'est la conjugaison de tout ça. Alors, lequel a fait a engendré le mouvement de baisse sur Apple. Moi, je suis un petit peu réservé sur le titre pour l'instant. J'ai besoin de catalyseurs. Et aujourd'hui, sur Apple, j'en manque très nettement. Donc, notre maison reste à l'achat sur le titre, mais moi, je reste très prudent à court terme. C'est compliqué de se prononcer sur le procès parce que j'en ai vécu tellement depuis 25 ou 30 ans, le procès sur Microsoft, sur Apple, sur Google, le fait de contester des produits antitrust, ça ne va jamais très loin. Mais franchement, depuis le milieu des années 80, le seul qui n'est jamais abouti, c'était sur AT&T. Enfin, c'était sur les télécoms. C'est la seule. Même Microsoft, c'est pas allé très très loin. Oui, bon, il y a eu des petits effets quand même sur les ventes de produits ça peut avoir, au PC. Mais... C'est ponctuel. Donc la question aujourd'hui sur Apple, c'est est-ce que vous achetez sur les niveaux actuels? On est sur la moyenne mobile longue, on a 170 $. Potentiellement, je trouve qu'il y a bien d'autres belles opportunités dans le marché. Voilà. Mais... Et l'idée quand même que les usages de l'IA vont générer, et ça c'est une idée que vous aviez portée, vont générer quand même un renouvellement de tout l'univers des devices, que ce soit les tablettes, les laptops et les prochains modèles de téléphones qui vont quand même embarquer, intégrer des puces ou des processeurs qui vont normalement permettre des puissances de calcul supérieures ou en tout cas des usages dédiés vraiment au développement de l'IA contemporain. Ça c'est sûr, ça c'est un vrai thème, c'est-à-dire que ça va ruisseler partout. On avait évoqué 2 cas la dernière fois quand j'étais venu, des boîtes de PC, où je vous disais qu'en fait, il y a un univers, je pensais, parce que que ce soit dans votre téléphone ou dans les PC, on va avoir besoin de puces qui soient plus adaptées à l'IA. Donc, vous avez un acteur qu'on pousse beaucoup chez nous, c'est Micron, c'est des High Bandwidth microprocesseurs HBM, c'est un acronyme, en fait, et c'est un véritable Eldorado. Je ne vous dis pas que c'est la nouvelle histoire NVIDIA, mais vous en allez avoir besoin. Quand vous faites de l'IA, il faut pouvoir une capacité de mémoire. Micron, là. Voilà. Je comprends. Et ça va être un élément excessivement porteur. Oui, ça, il y a d'autres acteurs encore dans cet univers, en dehors d'NVIDIA. Alors juste, oui, c'est vrai que je rebondissais sur le sujet IA pour Apple, qui est obligé d'aller dealer avec Google et voire même Baidu. On entend qu'ils vont les dealer. C'est peut-être pour justement relancer leur présence en Chine. Effectivement, moi, je suis assez confiant sur l'idée que après, il va y avoir le nouvel iPhone 15, 16, 17 qui vont intégrer de l'IA. Parce qu'il y a déjà, Microsoft sort un appareil qui va intégrer l'IA, Copilot, etc. Bien sûr. Donc tout ça va aller dans le bon sens. Après, sur les régulateurs et sur ce que font ces boîtes-là aujourd'hui, si on regarde ce qu'a fait Microsoft la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez entendu ce truc-là, ils ont pas racheté, ils ont pris le... Ils ont pris le staff. Ils ont pris l'équipe. Voilà. Ils ont racheté toute la substance de la boîte sans avoir rien à payer, si ce n'est faire venir l'équipe. Ça, c'est un truc extraordinaire. Et je ne sais pas si ça ne va pas aller en litige, cette affaire même. Parce que c'est quand même... pour certains, c'est vraiment rachat d'une boîte sans OPA. Ouais, mais ils ont dealé sur les contrats, en fait. Ils ont racheté les contrats aussi. Donc, c'est la nature de l'IA. Ils ont juste vidé la boîte. Plus que jamais, c'est un people business. C'est les cerveaux qui comptent. Donc, eux, ils évitent... Parce que Microsoft, ils sont habitués. Autant, il y en a qui se sont fait attraper par le régulateur. Mais Microsoft, comme ils sont assez habitués à passer un peu au travers, ça fait 30 ans qu'ils font ça, donc ils ont quand même un peu l'expertise. Mais voilà, c'est Apple, dans ça, ils vont se retrouver embêtés avec les histoires de procès qui vont leur prendre du temps quand même. Bon, Véronique, pour conclure là-dessus, je ne sais pas quelle est votre réflexion d'économiste, mais c'est quand même toujours difficile de démontrer qu'une boîte comme Apple
j'allais dire, entrave le bien-être du consommateur final, quoi. Je veux dire, ne serait-ce qu'en termes de prix, c'est jamais évident, je trouve, ces questions de concurrence. De concurrence, enfin, qu'elle entrave le consommateur, je comprends pas bien, mais enfin... Eux, ils disent le contraire. C'est-à-dire du point de vue du consommateur, l'argument est de dire, oui, mais ça bénéficie pas au consommateur. Si, en termes d'usage, eux, ils disent... Vous n'améliorez pas le pouvoir d'achat du consommateur, Ouais, mais ça améliore c'est très utile pour le consommateur. Oui. Alors après, voilà. Moi, je suis sur le sujet de l'IA. Et bien évidemment, on se pose des tas de questions. Et la meilleure façon, nous semblait-il, était de se former. Donc, on a pris une formation, comme toutes les boîtes de formation qui nous sollicitent en permanence pour pour une fois, si. Voilà. Donc, l'objectif de la formation, c'était nous former, nous, en tant qu'économistes, pour voir si ça pouvait nous servir. Et puis, généralement, sur les métiers sur lesquels ça apporte des choses. Alors, pour ce qui est du travail d'économiste, je dirais plutôt, surtout, laisser l'IA. Si vous voulez pas dire des conneries, si vous voulez pas, parce qu'on a tout essayé avec un formateur, et puis ça dure des heures, et on appuie toujours sur le bouton. Cette fois, on a bien qualifié, machin, c'est toujours aussi catastrophique. Ah oui. Mais redoutable. D'accord. Même les applications qui consistent à juste lui dire, tu peux me réécrire ce texte-là en 20 lignes plutôt que 50. C'est pas satisfaisant. Pas du tout. Pas du Donc, alors peut-être qu'il faudrait que j'ai un développeur qui développe le produit pour mes besoins. Pour l'instant, tout ce qui existe, rien du tout, et on a à peu près tout testé. Alors, c'est vrai qu'il en sort tellement vite des nouveaux que... Et du coup, on a demandé à la formatrice, alors ça marche pas dans notre domaine, montrez-nous là où ça marche. Donnez-nous la preuve. Une opération pour l'instant, c'est laborieux. Ouais. Et du coup, c'est assez troublant, cette histoire-là, parce qu'il se passe des choses fantastiques, historiques, qui, sans aucun doute, auront un effet magistral dans certains domaines. La question, c'est de quantifier, d'avoir où, comment, alors dans l'informatique, etc., dans tous les supports, c'est évident, mais jusqu'où ? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de gains effectifs, de productivité ou de... moi, il me semblait qu'il y avait des domaines, type la santé ou autre, où c'était évident, et c'est peut-être les domaines les plus évidents sur lesquels on pouvait attendre des pas de géants. Mais... Là, on parle de deux IA différentes, c'est-à-dire que tu as l'IA de reconnaissance d'images, des trucs comme ça, et l'image et le chat GPT qui, effectivement, quand tu fais les tests, il faut vraiment l'amener en entonnoir pour que... Oui, mais nous, on a resserré l'entonnoir. Je peux te dire qu'on a... Et ça n'a pas marché. Bon. Tant mieux. Pour l'instant, c'est... Un expert économie, toutes les recommandations. Bon, on verra. Mais c'est vrai qu'il y a toujours l'idée qu'on peut surestimer à court terme l'impact de ces ruptures technologiques et les sous-estimer aussi à moyen long terme, peut-être. Voilà. Et c'est ça. Et la question, c'est où est-ce qu'il faut intégrer ces changements et comment On ne sait pas encore. D'où le fait que Nvidia soit encore peut-être le seul pure play aujourd'hui pour être vraiment connecté et branché sur la dynamique de l'IA. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Véronique Riche-Flores, présidente de RF Research, Thierry Gill, président de Raymond James France, et Alain Pitous, senior advisor ESG.